Dans un des classicos les plus attendus des dernières années, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a finalement montré sur le terrain que tous les signes inquiétants aperçus lors des dernières semaines étaient avérés. En 90 minutes, le grand Barcelone d'Hansi Flick a fait tomber le monstre qu'était la Maison Blanche en Liga. Les hommes de la capitale restaient sur 42 matchs consécutifs sans défaite en championnat. Avec ce résultat, ils s'attendaient à atteindre le fameux record de 43 matchs détenus par leur rival, mais ce sont eux-mêmes qui se sont battus et qui ont réussi à garder ce palmarès à leur actif. Giflés 4-0 à la maison par l'équipe de prépubères catalans et le retraité Lewandowski en pointe. Juste après avoir fait le malin en conférence de presse en expliquant pouvoir les contrer, l'entraîneur Ancelotti a clairement une bonne part de responsabilité dans ce résultat. Tous les problèmes étaient plus que visibles. Il crevait littéralement l'écran, mais ce serait de la mauvaise foi que de simplement parler du coach. Depuis quelque temps déjà, l'équipe championne d'Europe est inquiétante. C'était notamment visible en Ligue des Champions, la compétition du club, où pour cette nouvelle phase de poule, le grand Real Madrid a perdu contre le Lille de Bruno Genesio. Tapé par le duo Jonathan David et Don Zegrova, les hommes en blanc sont en train de rater leur rentrée dans la compétition reine. Ils ont failli remettre ça contre le Dortmund de Nuri Sahin avant de se réveiller et profiter des changements honteux du coach turc pour remporter le match. Malgré cette victoire, les champions ont de nouveau coulé contre le Milan de Fonseca. Que ce soit en Europe ou en championnat, contre Dortmund ou bien Barcelone, tous les résultats récents sont sacrément inquiétants. Ils ne sont pas simplement des cas isolés, ce ne sont pas des défaites qui s'expliquent par un cadre exceptionnel. Au contraire, ces matchs ratés ne sont que des symptômes d'une maladie bien plus grave. Une maladie qu'on a évoquée il y a cela 2 mois, un été totalement raté en termes de décision et de stratégie. Je vous l'avais présenté à plusieurs reprises, mais la chaîne de commande du Real Madrid a souvent su créer une dynamique positive, notamment sur les dernières années. Avec le duo Florentino Pérez et José Ángel Sánchez à la tête du club, acceptant ou refusant les pistes, leurs travaux en diapason avec Juni Calafat, le responsable du recrutement, et Santiago Solari en conseiller, a toujours permis de voir briller le club et l'institution. Ils sont les 4 visages du mercato madrilène. Ce sont eux qui prennent les décisions, ce sont eux qui trouvent les jeunes, qui correspondent à l'environnement du Real Madrid, qui ont le talent, les qualités sur le terrain, l'image médiatique, l'amour du maillot et le respect de la hiérarchie afin de s'intégrer au mieux dans l'effectif. Par moments, ils peuvent être à l'écoute du 5e membre, Ancelotti, lorsqu'il a certaines demandes, mais dans la plupart des décisions prises, c'est cette structure qui met absolument tout en place pour que le club avance. Cet été, leur tâche était importante puisqu'il fallait continuer le travail de prévision en allant chercher un défenseur central pour anticiper la baisse physique de certains joueurs du vestiaire qui sont sur leur trentaine. Numériquement, ce recrutement d'un jeune central aurait permis de succéder au départ de Nacho afin d'avoir un effectif complet dans le secteur. Plus haut, tu devais faire face à la retraite surprise de Toni Kroos. Comme avec Benzema parti précipitamment en Arabie Saoudite, il fallait agir rapidement et trouver une solution au départ de ton dépositaire du jeu. 2 chantiers importants, 2 dossiers prioritaires auxquels tu pouvais rajouter la situation préoccupante des 2 postes de latéraux, puisque Dani Carvajal commence à vieillir et continue sa chute malgré une saison impressionnante, et Ferland Mendy, en plus d'être en fin de contrat, n'est pas vraiment optimal pour le poste. Malgré l'importance, ces 2 dossiers-là n'étaient pas des priorités pour le club, pour le mercato, ce qui explique pourquoi Lenny Yoro a été le premier non ciblé dès le début de l'été. Mais coup de tonnerre, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur son transfert à Manchester United, le Real Madrid est totalement passé à côté du joueur. Et ce pour une raison simple, la stratégie utilisée n'était pas la bonne. Quand tu regardes les derniers transferts de la Maison Blanche, tu te rends compte que tous suivent un schéma précis. En dehors des anciens avec une situation contractuelle avantageuse, tous sont des joueurs entre 16 et 24 ans, tous sont des cibles connues par les gros clubs d'Europe et tous sont approchés de la même manière. Juni Calafat vient à leur contact. Il leur parle de l'intérêt du Real Madrid, il crée une connexion avec le joueur, son entourage, avant que les négociations ne commencent, et que les intermédiaires du Real utilisent la puissance d'attractivité et la vitrine du club pour faire baisser au maximum possible le prix du transfert et les prétentions salariales. Aussi grand qu'il soit, le Real Madrid ne peut pas concurrencer les offres de première ligue, mais malgré ça, la plupart des dossiers finissent en la faveur du club espagnol. Et c'est une vérité qui fait sacrément du bien à l'image et au prestige du blason. Bellingham, Tchouaméni, Hendrick ou Rodrigo, tous ont été approchés par des Liverpool, Chelsea ou Manchester City et tous ont refusé pour porter le maillot blanc. C'est un schéma qui fonctionne, un schéma qui doit être utilisé sur des joueurs qui répondent aux critères et évidemment, si le deal Lenny Yoro n'est pas allé au bout, c'est parce qu'un de ces critères n'a pas été respecté. En plus de ne pas avoir compris le dossier, la direction madrilène a surestimé son influence, surestimé ses capacités de négociation et le deal a finalement été doublé par un Manchester United prêt à tout pour le signer. C'est avec Tchouaméni, tout avait été bien calculé,
Cette fois-ci, cette erreur va coûter cher. Battu sur le marché, le Real a directement fermé la porte. Plutôt que de se renforcer, la direction a préféré continuer de miser sur son effectif déjà bien fourni et sur son centre de formation, délaissé depuis le retour de l'Italien. Un choix incompréhensible, sacrément osé et peu réfléchi, qui va rapidement se retourner contre le Real et sa direction. Si l'an dernier t'avais déjà été fourni en blessure, cette saison tu as continué sur cette voie avec de trop nombreuses absences, de courte comme de longue durée. Courtois à peine de retour s'est de nouveau blessé, Alaba et Bellingham ont rejeté leurs blessures récentes, Camavinga, Ceballos, Brahim Diaz et Vallejo ont été absents pendant un moment, Mbappé et Tchouaméni eux l'ont été ponctuellement, et maintenant Militao a rejoint Carvajal dans le cimetière des croisés. L'effectif déjà affaibli par le manque de recrues cet été a tourné court, les solutions comme le jeune Joan Martinez se sont eux aussi blessés, et cela limite la rotation et les options possibles pour Ancelotti. La défense souffre. Récemment, on a vu des Rudiger et autres enchaîner au point de même se blesser. Physiquement, c'est donc une roue infernale qui écrase l'effectif. Et ce serait déjà un problème important pour la bonne mise en place d'une saison normale. Mais malheureusement pour Ancelotti, les absences sur blessure ne sont ni le seul problème de son été, ni le seul problème qui est en train de lui coûter sa place. Outre le départ cet été de Rafa Marine qui aurait clairement pu être ce défenseur central sur le banc, qui joue une dizaine de matchs dans la saison, tu as perdu deux membres très importants de la dynamique interne. Nacho et Kroos n'étaient pas des simples joueurs, ils étaient des leaders vocaux, des leaders de vestiaire, et leur absence a mis à mal l'équilibre au sein d'une union d'ego déjà difficile à gérer de base. En dehors des terrains, on a déjà quelques problèmes qui sortent, des plaintes contre la préparation de Pintus suite à la presse, quelques tensions naissantes entre les joueurs qui auraient pu et auraient dû être éteintes ou contrôlées par les leaders. Aujourd'hui, Modric est un peu le seul grand du vestiaire qui a un vrai passé en interne, et c'est problématique dans la vie de tous les jours, mais pas que. Sur le terrain, leur absence se fait aussi ressentir, notamment celle de l'allemand, puisque sans métronome, sans leader vocal, le milieu n'est plus aussi solide et aussi fort qu'il l'était. En tout cas pour l'instant. Son impact n'était pas aussi visible que ce que l'on peut penser. Mais dans la dynamique de l'équipe, il était une pièce importante à remplacer. Et aujourd'hui, celui qui a sa place s'appelle Tchouaméni, un milieu qu'humainement j'aime beaucoup et qui ne répond pas du tout aux attentes. Le Français n'a toujours pas montré qu'il était capable d'élever son niveau pour apporter à la construction, qu'il était capable de contrôler le rythme comme le faisait son prédécesseur. Il n'a ni la qualité de passe, ni le niveau technique, ni la propreté ou l'intelligence de jeu pour le faire. Et c'est une désillusion pour la direction qui avait placé tous ses espoirs en une montée en puissance du capitaine temporaire de l'équipe de France. Aujourd'hui, son cas est étudié de près et pourrait nous réserver quelques surprises si rien ne change d'ici quelques semaines. Le Real Madrid est clairement moins fort cette saison. L'équipe est moins complète, moins solidaire, et pendant que toute la lumière est simplement mise sur une intégration ratée d'un Kylian Mbappé dépressif physiquement, proche de son idole de 41 ans, à côté les autres problèmes créés cet été par un mercato raté sont un peu couverts. Peu en parlent et je trouve ça vraiment dommage. La direction qui jusque-là marchait correctement a plié devant un caprice de Pérez. La situation est tellement critique qu'Ancelotti a commencé à faire l'impensable, il a donné du temps de jeu à un jeune joueur du centre de formation, et quand tu as suivi le Real, tu te rends compte que c'est vraiment un élément fort qui prouve la construction ratée de cet été. Si Raúl Asensio a su en profiter pour se mettre en valeur, il n'en reste pas moins qu'actuellement, tu es dans une crise d'effectifs. Et si on pourrait se dire que c'est passager, au vu des problèmes et des décisions prises pour cet hiver, tu vas en payer le prix fort durant toute la saison, et c'est bien dommage. Les conséquences du choix fait concernant l'absence de recrues sont donc visibles, mais pas encore totalement déterminants, puisque tu peux toujours réussir à faire une saison correcte, 6 points te séparent du Barça de Flick, un écart qui n'est pas insurmontable, et qui pourrait être rattrapable si tu fais les choses bien. En Europe, tu as failli vivre la catastrophe, mais le réveil de Vinicius t'a sauvé, tout comme le choix de Nouri Sahin de la jouer défensive. Et très honnêtement, rien n'est encore écrit dans le marbre. Tu as encore quelques options dans l'effectif à tester, que ce soit changer de schéma de jeu pour permettre à Bellingham de revivre, faire confiance aux jeunes de la formation pour reposer les cadres en défense, utiliser Camavinga pour relancer un milieu dans le mal, intégrer Arda Güler afin d'apporter de la créativité à un secteur qui en manque cruellement, le tout en essayant de provoquer un électrochoc chez les Valverde et Mendy qui ne sont capables d'apporter que ce qui leur limite permet. Malheureusement, la plupart des solutions possibles sont en ne respectant pas le statut des joueurs. Actuellement, chaque individu de l'effectif est mis dans un fauteuil confortable et les en sortir pourrait être une solution, tout comme le début de nouveaux problèmes. Maintenant, je pense que malgré les erreurs récentes d'Ancelotti et de la direction, ils sauront trouver les outils pour lancer une machine qui jusque-là rouler sur tout le monde, quelles que soient les circonstances. Pour autant, les échecs dans la prévision des problèmes de cette année va se répercuter sur le mercato de l'été prochain. Les dossiers à gérer vont être nombreux et dans les deux sens, mais surtout tu vas devoir le faire en ayant une vraie logique derrière le choix du coach. J'ai dit que mettre tous les problèmes de ce début de saison sur Ancelotti serait malhonnête. Je pense qu'il est l'homme parfait pour le Real Madrid actuellement, mais pour combien de temps encore? Je pense sincèrement qu'il va falloir faire un ménage cet été, un choix important pour le futur et le présent du club, et cette transformation ne plaira pas à tout le monde. Quand tu regardes
regarde les marchés des coachs, les opportunités possibles sont plus que restreintes, mais elles pourraient permettre de relancer une nouvelle dynamique, et surtout, cela permettrait de dire au revoir à Ancelotti d'une manière classe. Parce que soyons honnêtes, plus le temps va avancer, moi j'ai l'espoir que la séparation se passe cordialement, alors qu'il le mérite clairement. D'ailleurs, si Ancelotti doit aussi laisser son paquet de chewing-gum sur son bureau, il serait peut-être aussi temps pour Florentino Pérez de laisser sa place. L'obsession Mbappé était la sienne, l'échec de ces saisons est de son fait, et après avoir écrit une si belle histoire avec le plus grand club du monde, il serait peut-être temps de terminer ce chapitre pour en entamer un nouveau. Bref, c'était une petite vidéo pour parler du Real Madrid, un club qui en à peine 2 semaines est passé de roi d'Europe à victime totale, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J'espère que t'as apprécié, dis-le moi dans les commentaires, et comme d'hab, tu sais que cette vidéo va s'ouvrir à d'autres.